Bonjour, mon invité est aujourd'hui Valérie Néquet. Bonjour Valérie. Bonjour. Et samedi, il y a eu des élections à Taïwan. William Lei, qui était le vice-président et donc du parti progressiste plus opposé à Pékin, l'a emporté. Donc du coup, Pékin a montré son mécontentement. Il avait fait une campagne auparavant. Et donc, voilà, tu as publié et tu viens de republier Taïwan face à la Chine. Est-ce que, on parle beaucoup en faisant une comparaison, ce que les Russes ont fait à l'Ukraine, les Chinois peuvent le faire à Taïwan, et depuis déjà assez longtemps, bien avant cette élection, on parle de la menace d'une guerre que la Chine pourrait mener contre Taïwan. Est-ce que cette élection nous rapproche de ce moment ? Alors, ce qui est certain, c'est que le fait que le président, que Lai ait été élu, c'est le candidat du parti indépendantiste, même s'ils sont extrêmement prudents, et ils sont pour le statu quo, ils vont pas déclarer l'indépendance. Donc, il a été élu contre la volonté de Pékin. Et depuis les années 90, quand Taïwan a commencé à se lancer dans un processus de démocratisation avec les premières élections du président de la République au suffrage universel, la Chine à chaque fois a fait des pressions, s'est opposée à la consultation populaire et encore plus à tous les candidats indépendantistes en disant que ça menait vers la guerre. Là, on en est à la troisième élection d'un candidat indépendantiste après la présidente Tsai qui pouvait pas se représenter. Donc manifestement, la population taïwanaise, finalement, ne se soucie pas énormément des menaces de Pékin. Et avec raison, parce que bien sûr, les Chinois ne sont pas contents, ils ont critiqué, ils ont fait une manœuvre diplomatique immédiate, c'est-à-dire que Nauru, qui reconnaissait Taïwan, a abandonné les relations diplomatiques avec Taïwan et a switché immédiatement pour reconnaître Pékin. Donc ça veut dire que Taïwan a perdu un des 13 pays, des tout petits pays qui la reconnaissaient encore. C'est pas d'une très très grande importance et en plus Nauru a été habitué à changer plusieurs fois, donc Taïwan peut toujours espérer que ça revienne à nouveau. Donc en fait, moi je ne vois pas du tout une guerre en dépit de cette victoire des indépendantistes, parce que tout simplement... Mais en fait, ce ne sont pas les indépendantistes, voilà. Puisque ça fait le troisième mandat oui. Et il n'y a aucun chemin vers l'indépendance. Le statu quo paraît plus protecteur pour Taïwan que le fait de prendre le risque de proclamer officiellement l'indépendance. Voilà, c'est ça. Et donc, ce qu'on appelle les partis indépendantistes à Taïwan est pour le statu quo, c'est-à-dire pas de changement. Bien entendu, ils ne vont pas déclarer l'indépendance de Taïwan, ils vont pas déclarer qu'il n'y a plus de République de Chine, qui est le nom officiel de Taïwan, mais que ça s'appelle République de Taïwan, parce que ce serait un casus belli, et Taïwan et Pékin répétant sans cesse que s'il y a une déclaration d'indépendance, ils font quelque chose, ce serait difficile de ne rien faire. Et par ailleurs, les États-Unis sont derrière, et autant les États-Unis soutiennent la démocratie taïwanaise et sans doute feraient quelque chose si la Chine se lançait dans une aventure militaire contre Taïwan. En revanche, si Taïwan déclare l'indépendance et provoque quelque chose à Pékin, il n'est pas certain que les États-Unis suivent. Ils l'ont déjà fait savoir à plusieurs reprises. Donc il y a une pression des deux côtés qui fait, et la population taïwanaise d'ailleurs dans son ensemble n'est pas du tout favorable à un rattachement avec la Chine. En revanche, ils sont moins de 2% à le vouloir. En revanche, à une très grosse majorité, ce qu'ils veulent, c'est le statu quo. C'est-à-dire, on reste comme ça, et la position officielle, le ministre des Affaires étrangères de Taïwan l'a déclaré il y a pas longtemps, la position officielle du gouvernement taïwanais indépendantiste, c'est de dire c'est pas la peine de déclarer l'indépendance parce que de toute façon, on l'est de fait. Donc, pas de provocation. On n'a pas de relations diplomatiques officielles, mais on a énormément de relations non officielles. On existe. Et donc, pour le moment, c'est le statu quo. Alors, pour l'instant, Taïwan n'est pas membre de l'ONU, et donc y compris des organes qui dépendent de l'ONU comme l'Organisation mondiale de la santé, ce qui a joué pendant la crise du Covid. Mais Taïwan est présent au Comité international olympique, participera aux Jeux de Paris. Il n'y a plus donc que 12 pays qui reconnaissent Taïwan, mais en même temps, de nombreux pays, y compris la France, les États-Unis, ont des relations. Il y a des semblants d'ambassade en réalité. Oui, c'est des représentations de Taïwan en France, comme on a une représentation ou des bureaux de représentation de la France à Taïwan. Et puis c'est pareil pour les plus grands pays. Et je crois qu'il y a plus d'une 50aine de représentations de ce type qui sont non officiel en fait, mais dont le personnel a un statut diplomatique également. Alors ce qui est vrai, c'est que la Chine, lorsque Pékin a réussi à se faire reconnaître comme seul représentant de la Chine à l'ONU, et que dans les années 70,
eh bien la Chine insiste, et ça c'est un peu une différence. On a été habitué, on se souvient, il y avait le Vietnam, la Corée du Nord, la Corée du Sud qui sont représentés, par exemple les deux Allemagnes. La Chine met absolument refuse toute représentation de Taïwan dans les instances internationales, sauf quelques-unes comme l'APEC par exemple où Taïwan est présent. Et surtout, pour exercer une pression sur le gouvernement taïwanais indépendantiste, la Chine refuse, ou en tout cas fait en sorte que Taïwan ne puisse avoir aucune représentativité dans les grandes organisations. L'OMS, par exemple, c'est un cas qui est important. Donc, tente de réduire la surface diplomatique officielle de Taïwan. La position de Pékin est de dire si c'était le Kuomintang qui lui reconnaît le principe d'une seule Chine, mais n'est pas du tout favorable à une unification, eh bien Taïwan aurait une plus grande présence internationale. Finalement, je suis pas certaine que ça changerait grand-chose, et surtout je suis pas certaine que les Taïwanais y attachent une telle importance aujourd'hui. Alors le Kuomintang, c'était le parti qui a été au pouvoir, un parti dictatorial au début, qui maintenant s'est converti à la démocratie. Quelle était leur différence sur la question de la relation avec la Chine? Quelle est la différence entre le Kuomintang et le Parti démocrate progressiste qui a gagné les élections? Alors, la grosse différence, c'est que le Kuomintang, parti nationaliste, c'est en fait le parti de la première République de Chine en 1912, donc historiquement, et qui effectivement a accompagné le processus de démocratisation de Taïwan. C'est vraiment Taïwan en termes de démocratisation, on en parle beaucoup dans le monde, c'est un véritable succès, et ça s'est fait d'une manière très calme avec ce parti Kuomintang qui s'est ouvert progressivement jusqu'à aboutir à une démocratie complète. Le Kuomintang reconnaît ou accepte l'idée que Pékin veut imposer qu'il y a une seule Chine. C'est-à-dire que ne dit pas que Taïwan est indépendant ou pourrait être indépendant, il considère qu'il y a une seule Chine et que Taïwan en fait partie. La différence, c'est que évidemment, côté Pékin, on considère que cette Chine, c'est la République populaire de Chine, alors que le Kuomintang considère que c'est la République de Chine. Et que par ailleurs, là aussi, c'est le statu quo qui doit rester. Pourquoi ? Le Kuomintang a énormément évolué. Il y a une époque où ils étaient beaucoup plus favorables à un rapprochement encore plus étroit avec Pékin, mais Pékin s'est tiré une balle dans le pied avec notamment la question de Hong Kong. Beaucoup de Taïwanais sont très favorables aux relations économiques avec le continent. Il y a des intérêts, il y a une imbrication des deux économies considérable. Simplement, ce qui s'est passé à Hong Kong, l'imposition autoritaire d'une loi de sécurité nationale, la poursuite des opposants, comme on le voit aujourd'hui, alors que la Chine s'était engagée, lorsque Hong Kong a été rendu à la Chine, avec ce système, ce principe un pays, deux systèmes, de garantir à Hong Kong... Qui était un peu un modèle inventé par Tsai Ing-wen pour Taïwan, en réalité. Pour Taïwan, et ensuite appliqué à Hong Kong, qui devait aussi être un modèle en retour aussi pour Taïwan, montrer que finalement, il pouvait y avoir un pays, mais deux systèmes très différents, et la Chine a brisé ça. Elle a brisé ça en imposant, Xi Jinping a imposé cette loi de sécurité nationale à Hong Kong, qui fait que beaucoup de Taïwanais aujourd'hui, y compris du Kuomintang, ne peuvent plus défendre l'idée que, mais faisons confiance à la Chine, on accepte l'idée d'être réunifié et puis on conservera notre système. En quoi l'existence autonome de Taïwan est gênante pour la Chine? Quelle est l'importance, puisque finalement c'est l'un des sujets qui revient sans cesse? En quoi on pourrait dire, mais finalement, vous êtes le deuxième PIB mondial, vous pouvez peut-être le devenir le premier prochainement, vous êtes 1,4 milliard. Qu'est-ce que vous avez à faire de ces 25 ou 26 millions de Taïwanais? Et alors, que représente Taïwan pour Pékin et pour le Parti communiste chinois? Alors, en fait, déjà, c'est la guerre civile qui n'est pas terminée, puisque quand Mao, les communistes ont pris le pouvoir en 1949 en Chine, les troupes du Kuomintang avec Chiang Kai-shek se sont réfugiées à Taïwan, et la Chine n'avait pas les moyens, et donc n'a pas pu conquérir Taïwan à l'époque. Et donc, Taïwan est resté République de Chine, n'a pas été intégrée à la République populaire de Chine. Donc ça, c'est l'histoire. Ensuite, il y a eu des périodes où la Chine n'était pas du tout aussi exigeante, ou en tout cas, par exemple, sous Deng Xiaoping, ce qui comptait, c'était les relations économiques, et il n'y avait pas en permanence... Évidemment, la Chine a toujours dit que Taïwan faisait partie de la Chine, mais il n'y avait pas en permanence des menaces d'action militaire. D'abord, la Chine n'en avait pas vraiment les moyens, et puis ce qui comptait, c'était surtout le business, et qui marchait très bien entre Taïwan et la Chine. Et c'est avec Xi Jinping, en fait, que les choses se sont tendues,
Parce que Xi Jinping, en fait, vit dans a une apparence de très grande puissance, mais vit dans une très grande inquiétude, c'est la fin du système, en fait. Il a vu l'effondrement de l'URSS, alors évidemment à cause de la politique de Gorbatchev, d'ouverture, enfin pour lui c'est ça qui a causé l'effondrement du système soviétique, mais c'est aussi un régime relativement obsolète, et notamment face à une démocratie taïwanaise qui est assez dynamique, et surtout dont le côté positif est de plus en plus perçu au niveau global. C'est-à-dire que l'image de Taïwan, avant on parlait assez peu de Taïwan, tout le monde était très prudent, pas de délégation parlementaire, jamais de délégation officielle, enfin vraiment je me souviens d'une époque où on était très très prudent à l'égard de Taïwan. Aujourd'hui, la démocratie taïwanaise a réussi à étendre son espace de visibilité et c'est un défi direct en fait pour le système politique en Chine, puisque le discours de Pékin, à la fois pour sa propre population qui est plus ou moins convaincue, mais aussi pour le Sud global, c'est de dire la démocratie, les droits de l'homme, tout ça c'est pas du tout universel, c'est des valeurs, c'est des principes occidentaux que l'Occident veut imposer au reste du monde, sans respect pour les développements de chacun. Et donc la Chine défend cette position que la démocratie n'est pas possible pour d'autres, et en tout cas pas pour le monde chinois. Et Taïwan est un défi complet à ça. C'est plus le fait que la contagion démocratique que l'exemple historique, que le passé, un peu comme la France voulait récupérer l'Alsace-Lorraine, c'était une mission. Donc pour toi maintenant, tu vois plutôt le défi d'un pays démocratique face à un géant autoritaire. Moi, je pense que oui, voilà, c'est plutôt et c'est surtout la manière dont la Chine le perçoit en fait. À la limite, Taïwan n'a pas du tout envie de conquérir la Chine ou même de contaminer la Chine avec sa démocratie, encore que après tout, s'il y avait des tensions très fortes en Chine, le seul gouvernement chinois constitué, ça serait la République de Chine. Donc on peut aussi imaginer des scénarios intéressants. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le défi idéologique est très important pour un parti dont il voit bien que, même en Chine même, il y a un contrôle social très important, mais on voit bien que tout n'est pas parfait. Enfin, je veux dire, manifestement, le régime a des problèmes d'adaptation, y compris au niveau social, économique, de stabilité. Et puis en face, il y a cette île. Et par ailleurs, même si le contrôle d'Internet est très sévère en Chine, bien plus qu'il l'était il y a quelques années, les VPN existent, les Chinois continuent quand même à voyager, ils voyagent moins depuis le Covid, mais ils voyagent encore, ils savent ce qui se passe à Taïwan, et c'est vrai qu'il y a ce monde chinois, puisqu'on leur répète tous les jours que Taïwan c'est la Chine. Eh bien, ces Chinois qui finalement ne vivent pas si mal, c'est la 11e puissance économique mondiale, Taïwan, c'est pas rien, même s'ils sont très petits en population, et que donc cette île fonctionne parfaitement, la démocratie fonctionne, il y a une alternance. Là, il y a même d'ailleurs un président élu, mais il va y avoir cohabitation puisque le Kuomintang est le parti qui est arrivé en tête, et que tout ça se passe relativement bien. Donc les Chinois, eux, n'ont pas envie de se révolter particulièrement ou de faire la révolution en Chine et de prendre des risques. En revanche, Taïwan est aussi un modèle pour eux, d'une certaine manière. Alors, pas de réunification pacifique, c'est l'objectif officiel de Pékin, mais qui dit ne pas renoncer à la force. Pas de réunification pacifique puisque, tu l'as dit, seuls 2 ou 3% des Taïwanais le souhaitent et que l'exemple de Hong Kong leur montre que c'est peut-être pas un chemin de roses. Combien de temps la Chine peut attendre ? Est-ce qu'il y a des scénarios d'ici 2027, etc. Donc en fait, est-ce que les Chinois peuvent aussi se contenter d'une réunification annoncée mais jamais réalisée ? Ou est-ce que un jour ou l'autre, ils diront on est quand même trop défiés, on est trop... Qu'est-ce qui pourrait changer et comment Pékin peut réagir à ce que tu présentes toi-même comme étant un défi très important ? Bon, alors le danger, c'est que évidemment Xi Jinping s'enferme dans un discours qui est la réunification est inévitable, on ne peut pas laisser ça aux générations futures, et puis en plus en 2049, donc le siècle ce serait le triomphe du Parti communiste qui est resté au pouvoir. Ça me laisse quand même un peu encore de temps, si c'est 2049. Ça laisse encore du temps, avec le parachèvement de la grande renaissance. Pour toi, tant que 2049 n'est pas arrivé, la crédibilité du Parti communiste n'est pas atteinte s'il n'y a pas de réunification. C'est certain que s'ils en avaient les moyens, je pense que la Chine serait assez satisfaite de pouvoir s'emparer de Taïwan. Le gros problème, c'est que
y compris militairement, et même si on voit bien la différence entre la Chine, qui maintenant a le deuxième budget militaire dans le monde derrière les États-Unis, mais très loin derrière les États-Unis, a développé ses capacités, donc l'armée chinoise est beaucoup plus sophistiquée qu'elle l'était par le passé. Par rapport à Taïwan, il n'y a pas photo. Mais ceci dit, lancer une opération militaire contre Taïwan, c'est prendre un risque absolument considérable. D'abord, évidemment, il est impossible d'exclure une intervention américaine. Par ailleurs, l'effet de surprise est impossible. Même si un blocus, par exemple, bloquerait d'abord les ports chinois. Enfin, la Chine est totalement là de plus en plus de nouveau dépendante de ses exportations vers les pays développés. S'auto-bloquer n'est pas forcément le meilleur des choix. S'emparer d'une mini-île, c'est quand même d'une île très proche des côtes chinoises qui appartient à Taïwan, mais géographiquement, c'est aussi un casus belli, donc prendre un risque de réaction de la part des États-Unis. Quant à lancer des missiles contre Taïwan à froid, enfin je veux dire sans déclaration d'indépendance, c'est totalement suicidaire. Enfin je veux dire, donc vraiment objectivement, militairement, je vois pas du tout la Chine se lancer dans une opération militaire contre Taïwan. Certains disent, oui, mais Xi Jinping n'est pas parfaitement rationnel. C'est vrai que toutes les décisions qu'il a prises depuis 2013 ont eu pour résultat de détruire une bonne partie de l'image positive que la Chine avait, ne serait-ce qu'en raison de ses intérêts économiques. Donc on peut pas dire qu'il ait joué dans son camp, hein. Il a plutôt joué contre son camp, y compris oui, Taïwan est plus loin de la Chine et Taïwan, mais même l'image de la Chine sur la scène internationale est beaucoup moins positive. Alors on met de côté le Sud global parce que là il y a aussi des intérêts qui peuvent switcher très vite si la Chine a d'avantages financiers par exemple à offrir. Donc ce serait vraiment suicidaire pour le régime. Et encore une fois, l'objectif de Xi Jinping, le but du système politique en Chine, c'est de survivre. Au moins jusqu'en 2049. Se lancer dans une guerre aujourd'hui contre Taïwan, c'est le meilleur moyen de prendre le risque de tout simplement s'effondrer. Et par ailleurs, la Chine, on a beaucoup dit que la Chine était moins sensible aux sanctions économiques éventuelles, parce qu'on verrait des préparatifs s'il y avait une action militaire, que la Russie. À mon avis, c'est faux. Les Russes ont une ressource qui est l'énergie. Tout le monde est prêt à acheter de l'énergie. Ils ont les marchés en Inde, ils en ont en Chine, ils peuvent contourner, ils peuvent revendre aussi d'une manière contournée en Occident éventuellement. La Chine, elle, a de plus en plus, parce qu'elle n'a pas réussi à franchir le pas d'une vraie transformation économique, et donc elle continue. On a vu que l'immobilier marchait pas bien, les questions financières sont difficiles, donc la Chine s'est relancée dans une politique industrielle très assise sur les exportations. On parle beaucoup les véhicules électriques, les batteries, toutes ces choses-là, pour lancer la croissance chinoise. Et la Chine, pour ses exportations vers les pays développés, a absolument besoin d'accès à tous les systèmes financiers. Par exemple, on parle internationalisation du yuan, mais ça reste minime, et seulement avec certains pays. Donc en fait, la Chine est très dépendante du monde extérieur. Elle est aussi très dépendante... Plus que la Russie. Beaucoup plus que la Russie, à mon avis. Elle est aussi très dépendante de Taïwan. Il faut bien voir que les investissements taïwanais en Chine sont encore importants, même s'ils se réduisent, parce que Taïwan essaye de se réorienter vers l'Asie du Sud-Est ou l'Asie du Sud. Les transferts de technologie, la vente de microprocesseurs, même si les Américains bloquent les ventes des chips les plus performants, mais tout ce qui est courant vient encore de Taïwan. Donc il y a une très grande interdépendance. À la fois, l'économie taïwanaise exporte encore 35% vers la Chine, mais c'est parce on exporte des matériaux qui sont transformés, réexportés, donc il y a une véritable imbrication économique que d'ailleurs les indépendantistes n'ont jamais remise en cause. Ça, aujourd'hui, c'est le cas. Mais la Chine aussi est encore très très dépendante. Par rapport au discours, par rapport au Sud global, qui est quand même un enjeu important pour Pékin, faire une guerre alors qu'elle dénonce les États-Unis comme étant un pays qui fait des guerres, aurait un coût aussi diplomatique ? Ça, j'en suis pas autant certaine. Je suis pas sûre que ce soit l'élément principal. Si la Chine avait les moyens d'attaquer Taïwan et de remporter rapidement une victoire, je suis pas certaine que le Sud global se leverait. D'abord, c'est tellement divers le Sud global, le tiers-monde, comme on disait dans le temps. Enfin bon, je suis pas certaine qu'il se lèverait comme un seul homme pour protester. Mais non, tout simplement, la Chine n'en a pas les moyens. Les moyens militaires. Les moyens militaires. Et mais donc, du fait de la protection américaine, est-ce qu'il n'y a pas il y a un aussi, doute évidemment, c'est ça, bien sûr. En cas d'attaque chinoise contre Taïwan... Parce que si les États-Unis ne bougent pas...
Ça paraît très difficile d'imaginer que les États-Unis ne bougent pas si la Chine se lance dans une attaque directe Parce que contre même Taïwan. Trump, on parle beaucoup de l'élection de Trump, ça serait catastrophique pour l'Ukraine, mais pas pour Taïwan, parce que Trump a quand même un agenda anti-chinois qui fait que les garanties à Taïwan seront... Est-ce que tu penses que Trump élu, les garanties américaines sur Taïwan resteront les mêmes qu'avec l'actuelle administration? On a bien vu que de toute façon, l'amorce de renforcement des liens, y compris militaires, entre les États-Unis et Taïwan, ça date de Trump. Ça a été poursuivi par Biden et ça sera forcément repris par Trump, puisque de toute façon, il y a des courants au sein du Parti républicain qui, en partie avec raison, mais aussi pour d'autres peut-être raisons, enfin d'autres avec un autre agenda, focalisent totalement sur la menace chinoise et la rivalité entre Chine et les États-Unis. À mon avis, le problème, c'est pas tellement, y compris pour nous en Europe, la rivalité Chine-États-Unis. À la limite, une Chine normale, entre guillemets, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, on a choisi entre la Chine et les États-Unis. Ce qui est compliqué, c'est que la tension vient du fait qu'effectivement, les États-Unis, aujourd'hui, on est obligé de le reconnaître, maintiennent la stabilité stratégique en Asie. C'est-à-dire que c'est leur engagement en Asie qui fait que, y compris avec Taïwan, qui fait que... parce que d'autres pays, si les États-Unis vraiment se désengageaient, décidaient de laisser tomber Taïwan, par exemple, et de se replier uniquement sur leurs intérêts, et pourquoi pas même de rapprochement économique avec la Chine, enfin, on peut imaginer toutes sortes de scénarios, mercantile, enfin, mais tout de même, après, c'est toutes les puissances régionales qui vivent uniquement de cette protection, de cet engagement américain. Je pense notamment au Japon, par exemple, la Corée du Sud aussi, qui se trouverait totalement, et alors en plus avec beaucoup moins de capacités militaires que ne l'ont certains pays européens, par exemple. Donc, mais du coup, la Chine est un peu coincée parce que, bon, elle tempête, elle proteste, elle menace, mais les Taïwanais ont quand même choisi le candidat le plus opposé à Pékin. Et la garantie américaine les empêche de rentrer dans une guerre. Et donc finalement, que va-t-il se passer à force de dire il n'y a qu'une seule Chine, mais on voit qu'il y en a deux? C'est aussi finalement une perte de crédibilité stratégique pour la Chine à terme. Moi, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose, en fait. Je pense qu'on va être dans une sorte de statu quo et que ça va rester comme ça. Parce que ce serait beaucoup trop coûteux pour Pékin de se lancer dans une aventure. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que justement pour compenser cette impuissance chinoise, qui fait mauvais genre à la fois sur la scène internationale, parce que c'est vrai que bon, la Chine dit à une seule Chine mais ne fait rien, mais aussi pour la population chinoise en interne, c'est-à-dire qu'à force d'entendre dire il y a une surenchère nationaliste. Il y a le discours officiel qui est très nationaliste, mais la population chinoise voit bien que même si les Chinois crient beaucoup, bah finalement Taïwan fait ce qu'il veut. Et donc il y a ce défi là aussi. Et donc ce qu'on risque de voir, c'est à la fois pas une guerre, mais une multiplication des pressions militaires, comme on a vu les manœuvres d'encerclement autour de Taïwan, enfin toute une sorte de gesticulation militaire destinée à créer une agitation permanente en fait, mais évidemment sans aller jusqu'au conflit. C'est déstabilisant pour Taïwan ou pas? Alors si ça se multiplie trop, c'est vrai que c'est gênant, par exemple. C'est vrai que dans le détroit de Taïwan, même sans parler de blocus, mais s'il y a en permanence des manœuvres militaires, ça peut être gênant. Ça peut provoquer des inquiétudes, ce discours de malaguerre en permanence qui revient, des inquiétudes sur les investisseurs. Donc moi je pense que Pékin peut-être va essayer de compenser donc son état de faiblesse réelle par ses gesticulations. Après, on parle beaucoup des risques d'incidents, par exemple, qui pourraient déraper. Mais là, la grande chance, ce qui sauve la mise, c'est qu'en fait, face à Pékin, il y a des puissances responsables. L'armée taïwanaise n'a pas envie d'une guerre avec la Chine, donc même s'il y avait un incident, on peut imaginer que ça n'irait pas très loin. On parle beaucoup d'un incident avec les États-Unis, il y en a déjà eu un avec le P3, l'avion P3 américain. Il y a 20 ans, mais on a bien vu que ça n'a pas déclenché non plus un conflit immédiat entre les États-Unis et la Chine. Washington n'a pas du tout envie d'un conflit avec la Chine non plus. Donc moi, je pense plutôt qu'on va avoir la poursuite de cet état de statu quo. Pékin va sans doute essayer de jouer aussi sur l'Assemblée nationale taïwanaise, puisque le Kuomintang est majoritaire, il y a des jeux possibles, mais qu'il n'y aura pas forcément d'évolution majeure. La seule évolution viendra, à mon avis, d'une évolution éventuelle du système politique chinois lui-même.
Donc on a Xi Jinping qui, semble-t-il, est bien installé au pouvoir, mais enfin, dans ce type de régime, il ne faut pas oublier que les choses peuvent changer aussi très vite, surtout s'il poursuit une politique qui, finalement, à mon avis, n'est pas très favorable aux intérêts chinois. Il y a assez peu de nouvelles optimistes dans le monde, donc là, tu nous dis plutôt que le spectre de la guerre n'est pas pour demain. C'est pour une fois une bonne nouvelle. Merci Valérie, je renvoie à la lecture de ton livre « Taïwan face à la Chine » aux éditions Talendier. Merci.